1961, écoutez. Ne perdons pas de temps aux stériles litanies ou au mimétisme nauséabond. Quittons cette Europe, qui n'en finit pas de parler de l'homme tout en le massacrant partout où elle le rencontre. À tous les coins de ses propres rues. À tous les coins du monde. Voici des siècles qu'au nom d'une prétendue aventure spirituelle, elle étouffe la quasi-totalité de l'humanité. Ce temps est neuf. Qui ose le prendre? Un Africain, homme du tiers-monde, ancien colonisé. Il ajoute: l'Europe a acquis une telle vitesse folle, désordonnée, qu'elle va vers des abîmes dont il vaut mieux s'éloigner. Autrement dit, elle est foutue. Une vérité qui n'est pas bonne à dire, mais dont, n'est-ce pas, mes chers co-continentaux, nous sommes tous, entre chair et cuir, convaincus. Il faut faire une réserve. Pourtant, quand un Français, par exemple, dit à d'autres Français « Nous sommes foutus !» ce qui, à ma connaissance, se produit à peu près tous les jours depuis 1930, c'est un discours passionnel, brûlant de rage et d'amour. L'orateur se met dans le bain avec tous ses compatriotes, et puis il ajoute généralement « à moins que ». On voit ce que c'est. Il n'y a plus une faute à commettre. Si ces recommandations ne sont pas suivies à la lettre, alors et seulement alors le pays se désintégrera. Bref, c'est une menace suivie d'un conseil. Et ces propos choquent d'autant moins qu'ils jaillissent de l'intersubjectivité nationale. Quand Fanon, au contraire, dit de l'Europe qu'elle court à sa perte, loin de pousser un cri d'alarme, il propose un diagnostic. Ce médecin ne prétend ni la condamner sans recours, on a vu des miracles, ni lui donner les moyens de guérir. Il constate qu'elle agonise, du dehors en se basant sur les symptômes qu'il a pu recueillir. Quant à la soigner, non. Il a d'autres soucis en tête. Qu'elle crève ou qu'elle survive, il s'en moque. Par cette raison, son livre est scandaleux. Et si vous murmurez rigolard et gêné, qu'est-ce qui nous met? La vraie nature du scandale vous échappe, car Fanon ne vous met rien du tout. Son ouvrage, si brûlant pour d'autres, reste pour vous glacé. On y parle de vous souvent, à vous jamais. Fini les Goncourt noirs et les Nobel jaunes. Il ne reviendra plus le temps des lauréats colonisés. Un ex-indigène de la langue française plie cette langue à des exigences nouvelles, en use et s'adresse aux seuls colonisés. Indigènes de tous les pays sous-développés, unissez-vous! Quelle déchéance! Pour les pères, nous étions les uniques interlocuteurs. Les fils ne nous tiennent même plus pour des interlocuteurs valables. Nous sommes les objets du discours. Bien sûr, Fanon mentionne au passage nos crimes fameux, Sétif, Hanoï, Madagascar. Mais il ne perd pas sa peine à les condamner. Il les utilise. S'il démonte les tactiques du colonialisme, le jeu complexe des relations qui unissent et qui opposent les colons métropolitains, c'est pour ses frères. Son but est de leur apprendre à nous déjouer. Bref, le tiers-monde se découvre et se parle par cette voie. On sait qu'il n'est pas homogène et qu'on y trouve encore des peuples asservis, d'autres qui ont acquis une fausse indépendance, d'autres qui se battent pour conquérir la souveraineté, d'autres enfin qui ont gagné la liberté plénière mais qui vivent sous la menace constante d'une agression impérialiste. Ces différences sont nées de l'histoire coloniale. Cela veut dire de l'oppression. Ici, la métropole s'est contentée de payer quelques féodaux, là, divisant pour régner. Elle a fabriqué de toutes pièces une bourgeoisie de colonisés. Ailleurs, elle a fait coup double. La colonie est à la fois d'exploitation et de peuplement. Ainsi, l'Europe a-t-elle multiplié les divisions, les oppositions, forgé des classes et parfois des racismes, tenté par tous les expédients de provoquer et d'accroître la stratification des sociétés colonisées. Fanon ne dissimule rien. Pour lutter contre nous,
L'ancienne colonie doit lutter contre elle-même. Ou plutôt, les deux ne font qu'un. Au feu du combat, toutes les barrières intérieures doivent fondre. L'impuissante bourgeoisie d'affairistes et de compradors, le prolétariat urbain, toujours privilégié, le lumpa prolétariat des bidonvilles, tous doivent s'aligner sur les positions des masses rurales, véritable réservoir de l'armée nationale et révolutionnaire. Dans ces contrées dont le colonialisme a délibérément stoppé le développement, la paysannerie, quand elle se révolte, apparaît très vite comme la classe radicale. Elle connaît l'oppression nue, elle en souffre beaucoup plus que les travailleurs des bidonvilles, et, pour l'empêcher de mourir de faim, il ne faut rien de moins qu'un éclatement de toutes les structures. Quel triomphe! La révolution nationale sera socialiste. Qu'on arrête son élan, que la bourgeoisie colonisée prenne le pouvoir, le nouvel État, en dépit d'une souveraineté formelle, reste aux mains des impérialistes. C'est ce qu'illustre assez bien l'exemple du Katanga. Ainsi, l'unité du tiers-monde n'est pas faite. C'est une entreprise en cours qui passe par l'union en chaque pays, après, comme avant l'indépendance, de tous les colonisés sous le commandement de la classe paysanne. Voilà ce que Fanon explique à ses frères d'Afrique, d'Asie, d'Amérique latine. Nous réaliserons tous ensemble et partout le socialisme révolutionnaire où nous serons battus, un à un, par nos anciens tyrans. Il ne dissimule rien, ni les faiblesses, ni les discordes, ni les mystifications. Ici, le mouvement prend un mauvais départ. Là, après de foudroyants succès, il est en perte de vitesse. Ailleurs, il s'est arrêté. Si l'on veut qu'il reprenne, il faut que les paysans jettent leur bourgeoisie à la mer. Le lecteur est sévèrement mis en garde contre les aliénations les plus dangereuses. Le leader, le culte de la personne, la culture occidentale et, tout aussi bien, le retour du lointain passé de la culture africaine. La vraie culture, c'est la révolution. Cela veut dire qu'elle se forge à chaud. Fanon parle à voix haute. Nous, les Européens, nous pouvons l'entendre. La preuve en est que vous tenez ce livre entre vos mains. Ne craint-il pas que les puissances coloniales tirent profit de sa sincérité? Non, il ne craint rien. Nos procédés sont périmés. Ils peuvent retarder parfois l'émancipation. Ils ne l'arrêteront pas. Et n'imaginons pas que nous pourrons rajuster nos méthodes. Le néocolonialisme, ce rêve paresseux des métropoles, c'est du vent. Les troisièmes forces n'existent pas. Ou bien, ce sont les bourgeoisies bidons que le colonialisme a déjà mises au pouvoir. Notre machiavélisme a peu de prise sur ce monde fort éveillé qui a dépisté l'un après l'autre nos mensonges. Le colon n'a qu'un recours, la force. Quand il lui en reste, l'indigène n'a qu'un choix, la servitude ou la souveraineté. Qu'est-ce que ça peut lui faire à Fanon, que vous lisez ou non son ouvrage? C'est à ses frères qu'il dénonce nos vieilles malices. Sûr que nous n'en avons pas de rechange. C'est à eux qu'il dit. L'Europe a mis les pattes sur nos continents. Il faut les taillader jusqu'à ce qu'elle les retire. Le moment nous favorise. Rien n'arrive à Bizerte, à Élisabethville, dans le bled algérien que la terre entière n'en soit informée. Les blocs prennent des partis contraires. Ils se tiennent en respect. Profitons de cette paralysie, entrons dans l'histoire et que notre irruption la rende universelle pour la première fois. Battons-nous. À défaut d'autres armes, la patience du couteau suffira.